Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo de présentation d'Ismaël Benasser. Et oui, il fallait quand même faire une vidéo de présentation. Et pour m'accompagner, j'avais besoin d'un spécialiste. Le spécialiste, notre Fabrizio Romano à nous, c'est Romain. Comment ça va? Ça va super Thomas, écoute, encore plus avec cette belle arrivée, en cette fin de mercato. Et voilà, écoute, et toi comment ça va du coup? Ça y est, c'est les vacances, Ouais. où tu prépares déjà le prochain mercato Mais, d'été. le téléphone n'arrête pas de chauffer. Ah, incroyable, tu vas peut-être Peut-être me des choses qui donner. vont tomber, on verra. Oh non, Eh, on va attendre, c'est bon, ça va. Ça va. Là, pour le moment, on va se calmer. On va déjà parler donc d'Ismaël Benasser, notre futur milieu de terrain qui a signé du coup donc hier. Déjà, tout simplement, ta réaction quand tu as su que l'Olympique de Marseille revenait sur le dossier Benasser et puis surtout quand tu as su que ça y est, c'était fait. Benasser était bien un joueur de l'OM. Bah, écoute, je suis très content déjà de son arrivée. C'est un peu la fameuse Arlésienne, hein, sans le jeu de mots, hein, qu'on n'attendait plus, hein, puisque bah, il devait signer l'été dernier, ça s'est pas fait. Voilà, écoute, j'ai hâte de le voir évoluer sous nos couleurs. On récupère un joueur international avec de l'expérience et de la polyvalence, donc ça promet. Déjà, on voit, je vous mets à l'écran sa vidéo lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. Voilà, il y avait du monde déjà, c'était très très rempli. Et puis surtout, voilà, on le voit, petite pause avec Fabrizio Ravanelli, avec l'écharpe. Et puis ensuite, la petite pause avec Chichi, c'est toi le boss. Le voilà, hop. Puis après, il est allé voir les supporters. Beaucoup de supporters qui étaient venus à l'aéroport pour sa venue. Bon, c'est pas au niveau d'Alex Sanchez, parce qu'Alex Sanchez c'était un délire son nom, mais on sent quand même que il y a le côté évidemment aussi joueur algérien, la communauté algérienne évidemment à Marseille qui est très importante, mais on sent quand même que c'est un joueur international qui arrive. Effectivement, en plus, je trouve que c'est même une arrivée organisée. Tu as vu, il y avait des barrières avec les logos de l'OM. Enfin, c'était très protocolaire comme arrivée. Donc, j'ai pas vu ça avec d'autres joueurs. Donc voilà, c'était travaillé. Et puis ouais, écoute, les supporters ont répondu présent à Marignane. Du coup, ça marque aussi. Ça marque pour les joueurs, notamment Rabiot. Il en a reparlé récemment. Ouais, Donc, c'est important bah, écoute, de montrer de l'attachement avec l'arrivée des nouveaux joueurs. exactement. Alors on a su le transfert d'Ismaël Benasser, il y a eu le fameux Here we go de notre ami Fabrizio Romano, donc qui est intervenu. Le détail un petit peu du deal. Alors, le détail du deal, il est assez intéressant parce qu'on est sur un prêt d'1 million d'euros. D'accord, donc 1 million cash avec une option d'achat à 12 millions d'euros qui n'est pas obligatoire et des bonus potentiels. Alors après, il faudra avoir les détails, mais des bonus potentiels aux alentours de 3 millions d'euros. Bon, déjà là, sans parler du joueur, juste l'opération financière, on est, j'ai envie de te dire, un peu sur une opération blanche par rapport à un Ismaël Koné qui est allé du côté de Rennes. Là, c'est Rennes, en gros, c'est plus ou moins la même chose au niveau de l'opération. Donc là, franchement, un prêt, 1 million d'euros plus 12 millions d'euros en option d'achat, t'en penses quoi? Mais écoute, pour moi, c'est le deal parfait financier, hein, parce que finalement, tu prends pas trop de risques. On en reparlera, hein, et forcément, voilà, il a connu des blessures. Mais ouais, je trouve ça très intéressant parce qu'au final, voilà, tu prends pas de risques. Au pire, bah écoute, il fait pas l'affaire et merci, au revoir en fin de saison. Et au mieux, bah écoute, il continue l'aventure avec nous et ça promet aussi pour la saison d'après, quoi. Je vais vous montrer. Alors bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent Ismaël Benasser. Hein. Ça reste un joueur, je pense, reconnu. Même si on ne suit pas forcément trop le championnat italien, ça reste un joueur qui est quand même assez connu. Je vous montre à l'écran sa fiche Transfermarkt. Donc il a une valeur marchande à 14 millions d'euros. Alors elle est déjà mise à jour la fiche Transfermarkt, ça m'a fait marrer. Ouais. Elle est déjà mise à jour. Il a un contrat, alors c'est pas à l'écran, mais il a un contrat avec le Milan AC jusqu'en 2027. Donc valeur Transfermarkt à 14 millions d'euros. On voit que cette saison, alors cette saison, elle est compliquée pour Ismaël Benasser. Pourquoi? Parce que il n'a joué que 6 bouts de match.
depuis le début de la saison. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, il y a une grosse blessure qui est intervenue en tout début de saison. Vous le voyez là à l'écran, hop. Au tout début de saison, une grosse blessure qu'il a tenu gagner les terrains entre août et décembre. Il est revenu le 29 décembre pour un match contre l'AS Roma. Il a participé à la finale de la Coupe d'Italie contre la Juve. Donc voilà, mais bon, il a fait quelques bouts de match. On sent que c'est un garçon qui est en train de reprendre au fur et à mesure. Il avait un problème au mollet, donc on sait que le mollet ça peut être très très embêtant. On voit par exemple la Minarit qui est absent aussi pour un problème au mollet depuis plusieurs mois. Bon, on est obligé déjà, avant de même parler du joueur, les problèmes physiques autour d'Ismaël Bennacer. Est-ce que pour toi, c'est un gros point d'interrogation ou est-ce que tu te dis, il arrive dans un nouveau club, peut-être qu'avec le Milan AC, ça se passait mal avec le staff médical. Bon, tu me diras, le nôtre, on peut se poser peut-être des fois des questions. Mais est-ce que pour toi, c'est un gros problème, ces blessures, ou, vu la qualité du joueur, c'est un truc qu'on peut gérer? Écoute, c'est quand même un point négatif à souligner, hein. Il a manqué une cinquantaine de matchs depuis qu'il est au Milan AC, donc c'est quand même pas négligeable. Après, voilà, ça fait un peu écho à ce que tu me posais comme question sur la partie financière. Bon, voilà, déjà financièrement, on prend pas trop de risques. Et puis même, finalement, si tu veux, en termes d'effectifs, on n'avait pas de besoin non plus nécessaire en fait en nombre de joueurs au milieu de terrain. Donc finalement, bah, écoute, ces 14 matchs qui restent vont lui permettre, si tu veux, de s'intégrer au fur et à mesure dans la rotation. On en parlera peut-être un peu après. Donc moi, je le vois pas non plus comme un point négatif. Il va pouvoir s'intégrer au fur et à mesure dans le groupe. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que tu vois, on n'attendait pas un joueur, on n'a pas un joueur avec une grosse blessure, tu vois, par exemple un Rabiot avec une blessure de 6 mois. Donc là, il aurait eu de suite la pression, il fallait remplacer un joueur clé. Là, il arrive, petit à petit, il va s'intégrer. Donc pour moi, oui, c'est un petit point négatif, mais la partie technique, tactique, je pense qu'il va vraiment nous apporter quelque chose et on va en parler tout à l'heure. Alors, c'est vrai que là, je vous mets l'historique des blessures. Alors, comme ça, quand on voit ça comme ça, c'est vrai que ça fait peur un peu, hein, parce que on voit qu'il y a déjà un petit peu de tout, hein. Il y a de la cheville, il y a du mollet, il y a du genou. Il y a un peu de tout qui est touché. Surtout le nombre de matchs ratés, c'est vrai que aussi, c'est quand même assez important. En 2024-2025, donc déjà, rien que cette saison, il est déjà à 21 matchs manqués au Milan AC. Donc il a joué 5 matchs, hein, 5-6 matchs, hein, depuis le début de la saison. La saison dernière, il en a manqué que 6. Donc on a envie de se dire, bon, la saison dernière, ça a été. C'est vrai que la saison 2022-2023 a été très compliquée pour lui. Il a loupé 39 matchs, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est énorme même. Hein, c'est 237 jours, hein, donc il a quasiment, voilà, il a quasiment pas joué de la saison. Bon, voilà, c'est sûr que il a eu une opération du genou d'ailleurs cette année-là. C'est sûr que moi, je trouve que ça peut être une problématique. Maintenant, le fait qu'on ne se soit pas non plus engagé sur le long terme avec lui fait que, écoute, si par malheur le garçon se blesse et qu'en fait on ne le voit que 2-3 matchs, je pense que ça réglera le problème autour de ça et qu'on ne lèvera pas l'option d'achat. Ce qui serait intéressant par contre, effectivement, c'est qu'il puisse jouer plusieurs matchs pour qu'en fait on puisse savoir où est-ce qu'il en est. Parce que c'est vrai qu'il va nous falloir quand même un minimum un petit peu d'éléments, et surtout je pense pour les dirigeants de l'OM, pour se dire à la fin de la saison, est-ce qu'on lève ou pas l'option d'achat. Je pense que vraiment, la condition physique là d'Ismaël Bennacer va être très importante. Ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il a quand même du coup joué, je vous remets ça là, Récemment. il a joué récemment, hein, Ouais. il a joué les derniers matchs avec le Milan AC. Donc, Les gros matchs du Milan AC d'ailleurs, hein. Il était dans le derby milanais, exactement. il était titulaire, il est Il est sorti à la sorti. mi-temps. Voilà, mais Ouais. en fait, j'ai l'impression qu'il a fait ça à chaque fois. Il est sorti à la mi-temps, Parme, c'est pareil, l'AS Roma, c'est pareil, La euh, Juve, pareil. la Juve, pareil. La Juve, Ah il ouais. avait joué 103 minutes à la Juve. C'est son match où il a joué le plus de minutes. Bon, donc en fait, il a une mi-temps, plus ou moins. Il a 1 heure dans les jambes. On en parlait dans le live avec Karim Diouf, c'est que
il va avoir une rotation sans doute qui va peut-être s'effectuer avec Valentin Rongier, parce qu'on sait que Valentin aussi il a des problèmes physiques, qui ne peut pas forcément enchaîner tous les matchs. Donc voilà, moi c'est vrai que de mon côté, c'est un souci, c'est un truc qu'il va falloir évidemment surveiller. Mais moi, vu la qualité du joueur, et là on va commencer à parler du joueur, bah, vu la qualité du joueur, en fait, si t'es l'OM, tu tentes le coup. Parce que c'est un joueur... on est d'accord pour dire que c'est un joueur de niveau Ligue des Champions. Complètement. Ouais. Complètement, parce que euh, voilà, tu vois, ils sont arrivés en fait, il est arrivé au Milan AC, et ça correspond un petit peu, si tu veux, à la reconstruction du Milan AC. C'est-à-dire post-Covid, le Milan AC achète Leao, achète du coup Bennacer, et je crois qu'il y avait aussi, je me souviens plus, il y avait un autre, Théo Hernandez. Ouais. Donc voilà, si tu veux, donc il fait partie, si tu veux, un peu de ce renouveau milanais où la saison d'après, ils gagnent le Scudetto, ils arrivent en demi-finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, ils se blessent sur le match aller, mais ils marquent en quart de finale face à Naples. Donc tu vois, c'est quand même un joueur, oui, je dirais Ligue des Champions, parce que voilà, il a tout simplement de l'expérience déjà en Coupe d'Europe. Il a une trentaine de matchs en Coupe d'Europe. Il est aussi un taulier de son équipe nationale, hein. Il a une cinquantaine de sélections. Donc tout ceci, ça fait que pour moi, c'est quand même un joueur d'expérience et un joueur qui peut nous permettre, voilà, si sa condition physique lui permet, de franchir un cap. Alors, magie de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Qu'est-ce que je viens de recevoir sur le petit téléphone? La vidéo de présentation d'Ismaël Bennacer qui vient de Incroyable. tomber à l'instant. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est On beau. va se la découvrir en direct. Alors, je ne Allez. sais pas si toi, c'est vrai que tu n'as pas le retour, effectivement, de ce que je projette, mais je pense que tu peux arriver à la mettre de ton Bien côté. sûr, bien Je sûr, vais bien sûr. l'envoyer. On est là. Ismaël Bennacer sous la tunique olympienne. Je la découvre en même temps que vous. Normalement, vous avez le son. Et puis, c'est parti. Eh ben, on appelle ça une masterclass. Voilà, tout simplement. Mission impossible. Voilà. Donc, allez, franchement, ça envoie. Il envoie très très fort. Voilà, on va faire évidemment le petit tweet. On fait tout en direct, comme ça au moins, vous voyez, C'est beau, vous ça. voyez comment ça se passe. Hop, masterclass, évidemment. C'est. Le fax est tombé, Thomas, en fait. Le Hein. fax est tombé pile au bon moment. Voilà, c'est parfait, pile au bon moment. Bon, alors, on va revenir évidemment sur Ismaël Bennacer. Et notamment j'ai pris le compte d'Atascout, d'ailleurs, que je salue parce que je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Pour prendre quelques visuels qu'il a pu faire et afin de nous présenter le joueur. Alors, il a mis en place ce compte un indice de performance. Il m'a expliqué. Je vais d'ailleurs vous dire ce qu'il m'a dit, parce que je lui ai demandé en fait en gros comment il faisait son indice de performance. En fait, son indice de performance, c'est un index qu'on calcule nous-mêmes en prenant en compte les stats de 15 000 joueurs dans le monde, basé dans 65 championnats pour faire court. C'est un classement mondial du niveau des joueurs classés selon les différents profils du football moderne, en sachant que l'index est évidemment pondéré par le niveau du championnat. Et je lui demandais est-ce qu'il prenait en compte notamment les pourcentages de passes réussies, les pourcentages de duels remportés, etc. selon les postes. Il m'a dit oui, tout est pris en compte. Et donc à l'écran, en fait, ce que vous voyez, c'est notamment l'indice de performance d'Ismaël Bennacer sur les 5 dernières saisons. Vous voyez, il y a le barème top mondial, top Ligue 1 et joueur de Ligue 1, on va dire. Et il est, sur les 5 dernières années, à minima, sur un top Ligue 1 au niveau de l'indice de performance. Il a eu sa plus grosse saison en 2021-2022 où là, il était proche du niveau top mondial. Au niveau top mondial, c'est-à-dire que vraiment, on est sur un des meilleurs milieux de terrain du monde. Voilà. Et d'ailleurs,
on est d'accord pour dire que sa saison 2021-2022, c'est déjà sans doute sa meilleure saison. Et il a atteint à un moment donné dans sa carrière ce niveau top mondial. Tout à fait. En plus, ça correspond à l'année du Scudetto de l'AC Milan. Donc, complètement, c'était le fer de lance du milieu de terrain milanais. Donc, complètement. Avec aussi l'année 2019 où il remporte la CAN Et le avec meilleur les joueur Fennecs, Il est le élu meilleur joueur meilleur joueur du tournoi. Donc, ouais, je pense que c'est ces 2 meilleures années à retenir sur Bennacer. Là, je vous mets à l'écran donc aussi une fiche qu'elle nous a fait Datascout. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où on va commencer un petit peu à discuter du profil d'Ismaël Bennacer, c'est que pour lui, et ça s'entend. Alors la fiche, elle a été faite sur la saison 2023-2024, évidemment, hein, parce que c'est un poste qui date de août 2024. Hein. C'était au moment, parce qu'il faut rappeler que Ismaël Bennacer était proche du signal olympique de Marseille l'été dernier. Donc il avait fait cette étude-là. Dans son analyse de performance, il voit Ismaël Bennacer plus comme un milieu box-to-box qu'un milieu récupérateur. Est-ce que toi déjà, tu es d'accord avec ce profil-là, que Ismaël Bennacer serait plus un milieu box-to-box qu'un milieu récupérateur? Bah, il peut être les 2 en fait. Ouais. Parce que si tu veux, il a occupé plusieurs postes pendant sa carrière en fait. Il a commencé à Empoli avec un poste de numéro 6, mais seul devant la défense. Donc ça, il sait faire. Sous Pioli, il a joué en double pivot avec Franck Kessié. Mhm. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant. Et enfin, il a même évolué en numéro 10 avec le Milan AC à quelques reprises. Notamment pour contrecarrer des joueurs un peu clés, notamment à Naples avec Lobotka. Voilà, il a été utilisé comme ça pour aller faire du pressing très très haut sur des joueurs assez techniques. Et enfin, avec la sélection algérienne, il joue très souvent en poste de relayeur, numéro 8. Ouais. Donc voilà, en fait, il a une palette qui est assez complète, polyvalent. Donc c'est quand même très intéressant. Donc je pourrais pas te dire qu'il est ou récupérateur. En fait, il est tout ça à la fois. Ça dépend. Et même lui, tu vois, j'ai regardé pas mal d'interviews et notamment, il est passé dans le Club des 5, une émission avec Walid Adelchour. Mhm. Et il évoquait notamment le fait que finalement, il n'a pas de préférence au poste, sur un poste. Pour lui, en fait, il s'adapte et c'est surtout en fait la philosophie du coach qui l'intéresse. C'est-à-dire que s'il y a un jeu de possession de balle, c'est le cas aussi chez nous en tout cas, voilà, il préfère jouer 6 devant la défense, Ouais. soit seul, soit avec un deuxième milieu de terrain. Donc voilà, il n'a pas forcément de préférence notoire, c'est selon en fait la philosophie du coach qu'il a en face de lui. D'ailleurs, tu parles du Club des 5. C'est une émission que tu as revue, je crois, pour justement Ouais, préparer l'interview. exactement. Qu'est-ce que tu en as retiré d'ailleurs un petit peu de cette interview qu'il avait donnée? Mais écoute, j'en ai retenu que c'était donc. Alors, il faut remettre un peu dans le contexte. Hein, cette interview date de 2023, donc c'était là où il avait subi sa blessure au genou. Donc, il avait donc reçu une greffe au niveau du cartilage, donc c'était quand même assez impressionnant comme blessure. Donc, il est revenu là-dessus. Il est pas mal. Il disait qu'il avait pris pas mal de recul aussi Derby. sur le foot. Donc c'était quand même une période assez bénéfique pour lui parce que ça lui permet aussi de se reconcentrer sur sa vie privée, mais aussi sur son football. Et il a pris aussi conscience de ce qui m'a marqué, c'est un joueur qui a exprimé aussi ses pistes d'amélioration en fait. Mhm. C'est un joueur qui est lucide, c'est-à-dire que voilà, pour évoluer, il a notamment mentionné qu'il souhaitait être beaucoup plus décisif. On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que c'est un milieu de terrain qui a joué à plusieurs postes, mais qui n'est pas très décisif en termes de buts. Il a marqué 13 buts dans sa carrière, 25 passes décisives. Voilà, Je vais vous mettre ça à l'écran d'ailleurs. c'est pas non plus, si tu veux, des chiffres mirobolants. Mais voilà, du coup, c'est un axe d'amélioration d'être beaucoup plus décisif. Donc, c'est ça que je retiendrai essentiellement. Et puis surtout, un sacré clin d'œil qu'il a Alors, fait. justement, c'est marrant Ouais, parce que j'ai l'extrait vidéo. Je vais le mettre parce que comme ça, c'est très parlant, c'est très marrant. J'ai l'extrait vidéo de ce que tu vas dire. Écoutez, parce que honnêtement, ah ouais, c'est incroyable. c'est un sacré clin d'œil. Un coach que j'aime bien, que franchement, De Zerbi.
Ah ouais. Ouais, De Zerbi. C'est fou, tout le monde. Un coach, franchement, que j'aime bien, bah, De Zerbi. Voilà. Voilà, tout Si, simplement. si ça, c'est pas un clin d'œil quand même. Tout simplement. Donc, en fait, il faut remettre un peu dans le contexte aussi. Ils lui posaient la question de savoir voilà, s'il avait un entraîneur qui l'intéressait, un jeu, une équipe. Donc, ils lui ont orienté un peu les réponses autour de Guardiola, d'Arteta. Donc, il a dit que oui, c'était forcément des jeux de possession qui l'intéressaient. Et puis, en fait, à la fin, il revient et il dit mais moi, il y a un autre joueur qui me fait kiffer. En fait, c'est Roberto De Zerbi. Voilà, je l'ai côtoyé en Serie A, j'ai affronté Sassuolo. Il est parti de rien, il en a fait le Barça, quoi. Et il rigole, tu vois, donc Oui, c'est là-dessus. vrai. Donc voilà, donc c'est, écoute, ouais, joli clin d'œil. Et voilà, je pense que ben, c'est une aussi des raisons pourquoi il vient chez nous. On peut se poser la question, hein, parce que c'est vrai qu'il était au Milan AC depuis un certain nombre d'années maintenant. Le Milan AC joue toujours la Ligue des Champions cette année, toujours qualifié. Donc c'est aussi une question qu'on peut tout simplement se poser. Pourquoi l'OM, pourquoi nous, et pas un club peut-être un peu plus huppé? Exactement. Je vous mets à l'écran. Alors, on continue un petit peu sur les datas parce qu'on va un peu mélanger évidemment notre ressenti. On va quand même aussi s'appuyer sur les datas parce que c'est toujours très intéressant. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notamment donc, les datas de la saison dernière. Le comparatif entre sa saison et l'ensemble des milieux de terrain en Serie A. Voilà. Donc déjà, on voit que Benasser est en rouge et que les milieux de terrain, donc l'ensemble des milieux de terrain sont en gris. Dans tous les compartiments, il est au-dessus de la moyenne. Ce qui est quand même... Ce qui montre juste une chose, c'est que déjà l'année dernière, il était au-dessus du niveau moyen de tous les milieux de terrain de Serie A. Et vous regardez, vous le voyez, hein, que ce soit au niveau des passes reçues, des fautes subies, des précisions des passes, enfin, les interceptions, les passes d'attendu, les deuxième, troisième passes d'attendu, les dribbles tentés, les dribbles réussis. Il est au-dessus dans toutes les catégories qui font un bon milieu de terrain, un excellent milieu de terrain. Donc, surtout, il faut se rappeler, ça faisait 6 ans qu'il était en Italie. Il avait, je pense aussi, ce besoin peut-être de voir autre chose. Alors, est-ce que la Serie A est moins forte que la Ligue 1? J'irai pas jusque-là, peut-être pas. Mais par contre, peut-être qu'il a envie de justement se dire je veux un autre projet. Et ça explique aussi pourquoi il signe à l'OM. Parce que j'ai vu beaucoup passer cette question mais pourquoi le Milan AC déjà le lâche à ce tarif-là et pourquoi il vient en Ligue 1? Pourquoi il se lâche à ce tarif-là? Parce que déjà, je l'ai expliqué hier, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, l'OM a été très très bon dans le timing. C'est vrai que on reproche beaucoup à l'OM de dire pourquoi toujours le dernier jour, l'OM attaque le dernier jour, etc. Là, Panic buy, tout on ça. est Ouais. arrivé le dernier jour, mais c'était pas un panic buy, c'était quelque chose de très préparé. Et on a dit au Milan AC, c'est ce tarif-là. Voilà. C'est ça ou rien. Il y avait un historique déjà avec lui, parce qu'on devait le faire l'été dernier. Le Milan AC avait fait une promesse, entre guillemets, en disant à Benasser, si l'OM revient, on ouvrira la porte. Et Benasser, quand l'OM s'est représenté, il a dit au Milan AC, d'ailleurs Ibrahimovic l'a confirmé aujourd'hui, le joueur a voulu partir. Alors bon, ça c'est la version soft, mais Benasser a clairement dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Moi, demain, je suis pas là à l'entraînement. Voilà. Donc, c'est pour dire hein, que vraiment, il a tout fait pour venir à l'Olympique de Marseille. C'est un discours qu'on a toujours tendance à entendre. Il ne veut que l'OM, tu sais, le fameux il ne veut que l'OM. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il s'applique vraiment parce que, franchement, pour moi, un Benasser, et tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais un Benasser, même blessé, hein, j'ai envie de te dire, c'est minimum 20-25 millions d'euros normalement. Ah, complètement, Voilà. complètement. Vu son niveau, vu ses qualités, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est un milieu international. C'était quand même, c'est un des leaders de sa sélection. Donc ouais, complètement, c'est un joueur qui vaut ça. Hein. Et même au prime de son niveau, il était évalué autour de 40 millions d'euros. Donc ça, il faut pas l'oublier hein, non plus. Hein. Donc complètement, je suis d'accord avec toi, Thomas. Alors, là, on va commencer à faire des petites comparaisons avec notre effectif actuel. Donc ça, non, tu as normalement avec toi aussi les images. Première comparaison que j'ai voulu faire, celle avec Adrien Rabiot. Alors, vous allez me dire, bon, Adrien Rabiot, il joue à un poste très offensif. Oui, c'est vrai, il joue à un poste très offensif. Cette saison, il n'a pas forcément un rôle de milieu de terrain. Mais, malgré tout, ce que j'ai fait, donc j'ai pris, pour faire vraiment quelque chose d'assez représentatif,
J'ai pris les stats d'Ismaël Bennacer de la saison dernière. Donc ce que vous voyez à l'écran, vous voyez ce fameux camembert que l'on voit maintenant souvent, avec, pas camembert, mais le graphique là, pardon, avec différentes stats. Ça, c'est la comparaison avec les milieux de terrain de Serie A en 2023-2024. Ismaël Bennacer est en rouge. Et ce que vous allez voir en bleu, ce sont les joueurs de l'OM sur la saison en cours. Et donc là, par exemple, c'est les stats d'Adrien Rabiot par rapport au milieu de terrain sur la saison en cours en Ligue 1 uniquement, évidemment. Quand on regarde un petit peu le graphique, on voit que Ismaël Bennacer, sur certaines stats, il est au-dessus d'Adrien Rabiot. Alors, ils n'ont pas la même utilisation et ils n'auront pas la même utilisation. Et d'ailleurs, en off, tu me disais, la comparaison avec Rabiot, on peut la faire, mais elle n'est pas non plus forcément évidente. Ouais, voilà. Effectivement, ouais. Mais on peut voir quand même quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, ça se complète. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu vois déjà le graphique? C'est ça, exactement. Ça se complète. En fait, si tu veux, on a quand même des stats qui sont peut-être un peu plus défensives du côté de Bennacer, hein, avec notamment pourcentage de passes réussies. Les tacles plus interception, où les tacles plus il est largement interception. au-dessus. Voilà. Et après, on a le côté de Rabiot qui est peut-être un peu plus offensif. Les buts, les pourcentages aussi de duels gagnés. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, tu as raison, ce sont deux joueurs qui peuvent se compléter. Mais voilà, on a deux joueurs avec des stats quand même assez impressionnantes. Moi, ce qui m'intéresse en fait par rapport à Bennacer, et c'est là où je le trouve quand même très complet, c'est qu'il est à la fois très très bon dans les tacles et les interceptions, comme on voit ici, mais on voit aussi que par exemple sur les actions menant à un tir, ce qui est pour moi une stat très intéressante, parce que action menant à un tir, c'est généralement soit une passe, soit une faute provoquée, soit un dribble, enfin quelque chose qui fait que ça va amener un tir. Et sur les stats, il est au-dessus d'Adrien Rabiot. Quand on sait quand même qu'Adrien Rabiot est positionné plus haut, c'est pour moi une stat qui est parlante, qui est très intéressante. Après, dans le jeu de par exemple de passe qui est demandé par Roberto De Zerbi, on voit qu'il n'a rien à envier à André Rabiot. Hein. Déjà les passes progressives, ils sont à peu près au même niveau. Pourcentage de passes réussies, c'est très propre du côté de Bennacer. Évidemment, il y a un peu plus de déchets du côté d'Adrien Rabiot, mais c'est encore une fois le positionnement qui fait que. Là où effectivement, par contre, on voit qu'Adrien Rabiot est au-dessus, mais c'est normal. Le gabarit fait que. C'est comme tu l'as dit, pourcentage notamment de duels aériens remportés, où Adrien Rabiot est dans le top, dans le top de la Ligue 1. Là où Ismaël Bennacer, c'est sans doute un de ses points les plus faibles. C'est ces pourcentages aériens qui sont compliqués pour lui. Petit gabarit, après. Ouais, tout à fait. Même les passes décisives, hein, il a quand même un bon ratio de passes décisives. Quand tu regardes, il est meilleur. Ouais. Il est meilleur. Donc c'est quand même hyper intéressant, je trouve, déjà ce que l'on voit de Ismaël Bennacer. Deuxième comparaison qu'on va faire, et là, elle va commencer à être un petit peu plus parlante, c'est avec notre ami Pierre-Emile Højbjerg. Et là, on voit quand même des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qui te frappe en premier quand tu regardes le graphique? Moi, en premier, c'est Højbjerg. Déjà, oui. Tu vois, voilà, il monopolise déjà toute la toile. C'est quand même assez impressionnant. Donc, ça te montre aussi qu'on a quand même un joueur de classe mondiale chez nous, hein, parce que il est performant quasiment dans tous les domaines. À part sur les dribbles où il est peut-être un peu plus en difficulté sur la partie offensive, on va dire. Mais ça, c'est impressionnant. Et Bennacer est pas très loin non plus, hein, quand même, hein, si tu regardes les données. Donc c'est aussi intéressant de voir que voilà, on a peut-être deux joueurs qui sont peut-être plus proches en tout cas dans le style de jeu. Donc on en reviendra parce que je te disais, j'avais une petite comparaison entre lui et Rongier. On va la faire après parce que elle est étonnante, je trouve. Elle est étonnante. Donc voilà, non, écoute, c'est agréablement surpris, mais en même temps, ce sont deux joueurs qui ont un niveau assez incroyable. Alors, c'est vrai que moi, ce graphique-là, moi déjà, de 1, ça resitue la saison de Pierre-Emile Højbjerg. Quand on voit comment il remplit la toile, comme tu as dit, c'est assez impressionnant.
Ismaël Benasser est pas très loin, hein, effectivement, sur plein de trucs, enfin de choses. D'items, ouais. D'items, Ouais. il est pas très loin. Moi, il y a quelque chose quand même qui me marque énormément, c'est au niveau des pertes de balles. Il a très très peu de pertes de balles, Ismaël Benasser, ce qui est quand même très intéressant. Il a un profil plus défensif et c'est là où on voit que vraiment ça se complète parce que tac plus interception et nombre de dribbles taclés, on voit effectivement là que Ismaël Benasser est plus intéressant. Après, encore une fois, même si on voit qu'Ismaël Benasser est en dessous des stats, notamment au niveau des pourcentages de passes réussies, attention, on est quand même sur du top niveau, hein. Ouais, Il effectivement. faut rappeler quand même certaines choses. Et puis là, encore une fois, c'est pas de la Ligue 1 du côté d'Ismaël Benasser, hein, c'est de la Serie A. Certains qui nous écoutent vont me dire ouais, mais la Serie A, bon voilà. Attention, les milieux de terrain en Serie A, Romain, tu regardes un peu la Serie A aussi. Ouais. Il y a du lourd, hein, chez certains clubs, hein, donc voilà, il faut. Il y a des Barella, enfin voilà, Ouais, il y non, a du niveau. attention, Il y a du niveau. il y a de sacrés joueurs. La troisième comparaison, et c'est vrai que moi, celle-là, c'est celle qui m'a le plus interloqué, c'est celle avec Valentin Rongier. Et là, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on n'a pas le mélange entre Rongier et Benasser, le Rongiacer, j'ai envie de dire, voilà, on dirait un Pas Pokémon, le mal. truc, Pas mal. le Rongiacer, est-ce que Exactement. ça serait pas le footballeur parfait? La dédicace à Julien. Est-ce qu'on serait pas sur le Ouais. footballeur parfait? Ouais, bah écoute, en termes, si on raisonne en termes de milieu récupérateur 6, ouais, exactement, hein. Franchement, ça se complète, hein. Ça se complète énormément. Donc, voilà, ce qui est un peu marrant, c'est que tu vois, là, il y a tout ce qui est dégagement, balle contrée. Du coup, c'est Rongier qui est beaucoup plus mis en avant, du coup, sur les stats. Mais c'est pas étonnant, il est beaucoup moins technique que Benasser, hein, comme on peut le voir notamment sur les dribbles réussis, ça, je suis quand même les actions menant à un tir, tu vois. Mhm. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on pointe du doigt sur Rongier, son manque un peu voilà de propositions offensives. Donc ça, non, complètement, je te rejoins. Ils se complètent tous les deux et ça pourrait être une possibilité aussi de les associer tous les deux sur certains matchs, effectivement. Moi, je trouve, hein, parce que c'est vrai que on a beaucoup tendance, et les premiers commentaires qu'on a vus, c'est bon, allez, bye bye Rongier. Bon, je suis pas persuadé de ça, personnellement. Je pense qu'il peut y avoir une vraie rotation entre les quatre. Le seul pour moi, effectivement, qui peut peut-être ne pas être concerné par cette rotation, ou en tout cas qui sera toujours au-dessus, c'est Rabiot. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses. il faut le sortir, effectivement, de la Rabiot, comparaison. tu peux Ouais, pas. En fait, Rabiot, tu peux pas l'enlever de l'équation. Parce que il apporte tellement de choses. Et puis, vu comme de toute façon, il est positionné plus haut, euh, tu peux pas le sortir de l'équation. Par contre, entre Højbjerg, Rongier et Benasser, je dis pas que les trois sont au même niveau. Non. Je pense effectivement que Benasser est au niveau d'Højbjerg et que Rongier est sans doute un petit peu moins bon. En tout cas, le plafond de Rongier est moins haut. Mais là, par exemple, quand on voit un peu les stats de Valentin Rongier, notamment sur la partie défensive, les balles contrées, c'est quasiment le meilleur en Ligue 1. ah ouais. Tac plus interception, il est dans le top 10, on va dire, en Ligue 1, des milieux de terrain. Et toute la partie passe décisive, les XG, enfin les XG, mais au niveau des buts assistés, les buts prévus, les actions menantes, etc. Bon, là où on voit que Benasser est largement au-dessus. Mais par exemple, Rongier, pourcentage de passes réussies, il est très très bon cette saison. Les passes Ouais. tentées, moi les passes tentées, quand j'ai vu ça, les passes tentées par Valentin Rongier, on se rend pas compte, hein, comment Valentin Rongier, il tente énormément de passes finalement dans un match. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Après, on voit aussi la qualité technique différente, les dribbles réussis. C'est ça. Benasser est largement meilleur que Valentin Rongier, parce que Valentin Rongier, effectivement, c'est son point faible. Ça, on le sait. Mais voilà. Et là où peut-être, et c'est là où je vais t'amener, Romain, dans la suite de la discussion, c'est par rapport au profil quand même d'Ismaël Benasser. Parce que si on doit se dire que la concurrence est entre les deux, moi, il y a une stat, c'est notamment au niveau des passes progressives et des positions progressives. On voit quand même que Ismaël Benasser est au-dessus d'un Valentin Rongier. Pablo Longoria, hier, à l'after, a dit que on voulait, avec Ismaël Benasser, un profil plus organisateur en numéro 6. Est-ce que pour toi, l'Olympique de Marseille, dans son schéma actuel, dans ce qu'il met en place actuellement, a besoin d'avoir un 6 plus organisateur, comme Ismaël Benasser, ou plus défensif comme Valentin Rongier?
Moi, plus organisateur. Plus organisateur. Alors, ça dépend les matchs aussi et les adversaires qu'on a. Mais je trouve que pour passer un palier, il nous faut un joueur qui soit un peu plus organisateur. Et même sur la partie tactique. En fait, si tu veux, pour moi, Benacer, c'est un mix tout simplement entre Højbjerg et Rongier. C'est-à-dire qu'il a ce côté gratteur de ballon, ratisseur, qu'a Rongier, hein. Et puis il a ce côté, il a le côté aussi d'Højbjerg où il a le jeu court, jeu long. Højbjerg est capable de faire aussi, d'alterner ces deux-là. Mais si tu veux, en plus des deux, pour moi, il a la qualité technique. C'est un joueur, d'ailleurs, dans l'émission, il le disait, hein, c'est quelqu'un qui joue, qui aime jouer sous la pression, en fait. Sous la pression de joueurs, d'avoir un ou deux joueurs derrière lui. Voilà. Et je pense on va en reparler, hein, mais je pense qu'il y a aussi de la compatibilité avec le jeu de Roberto De Zerbi, qui est un jeu de possession, un jeu de risque. Et pour moi, il rentre complètement dans l'adéquation du jeu de Roberto De Zerbi. Bah, parlons-en justement, parce que là, je vous mets à l'écran l'autre slide aussi que je t'ai envoyé, Romain. Ouais, C'est le rapport que nous a fait Football Tactics, c'est un compte Twitter que je vous invite à suivre, qui nous a fait un petit rapport donc, sur Ismaël Bennacer. Alors, comment il le caractérise? C'est bien parce que ça va permettre de synthétiser un peu tout ce qu'on a dit. Donc, pour lui, c'est un milieu de terrain qui possède un excellent jeu au pied, que ce soit court et long. C'est vrai que quand on regarde, ne serait-ce qu'un peu les matchs du Milan AC, quand on voit les. Ne serait-ce que même, si vous ne connaissez pas forcément le Milan AC, et même si vous ne regardez pas forcément, voilà, allez sur YouTube. Alors, je sais que les compilations YouTube, il y a à boire et à manger, mais honnêtement, allez voir deux trois compilations, vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle, hein. On a affaire à un garçon qui est capable, que ce soit en une touche de balle, jeu court, être très très bon, et puis derrière, bam, une transversale de 35 mètres c'est sans ça. aucun problème. Techniquement, il est très fort. Malgré sa taille, il est plutôt solide dans les duels aériens, même s'il en remporte peu. Alors, c'est vrai que. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est vrai que sur le duel aérien, c'est peut-être pas lui qui va aller chercher la tête. Par contre, il va aller au contact quand même. Voilà. Il va aller embêter son adversaire. Il domine dans les duels physiques. C'est vrai que physiquement, Ismaël Bennacer. Alors, il y a l'interrogation autour de ses blessures. Mais si ce garçon est fit, c'est un bulldog, le garçon. Hein, Il lâche rien. il lâche rien, hein. C'est un bon dribbleur. C'est vrai. C'est vrai. On l'a vu. Il s'en sert pour sortir du pressing adverse notamment. Et c'est là où je pense C'est ça. le style Roberto De Zerbi avec ce que va demander Roberto De Zerbi à son numéro 6. Là où dans des phases où on va être énormément pressé, on a pu le voir sur des matchs, notamment contre Nice, le match à Strasbourg. Là, Ismaël Bennacer, le pressing, ça lui fait pas peur, hein. Non, il aime ça d'ailleurs. Il le dit hein, lors de cette interview dans le Club des 5, il dit moi j'aime jouer avec la pression, avoir un ou deux attaquants sur le dos qui me met la pression. D'ailleurs, il demande très souvent à ses défenseurs de jouer sur lui, même s'il y a des attaquants qui viennent au pressing. Donc c'est quelqu'un qui aime la prise de risque. Et ben voilà, c'est tout simplement le jeu de Roberto De Zerbi, hein, la prise de risque, essayer voilà, de contrecarrer les attaquants qui viennent au pressing pour après les perforer en profondeur et en transition. Donc pour moi, c'est le joueur qui peut coller, en tout cas, si les pépins physiques ne l'embêtent pas, du coup, il peut contribuer du coup à notre évolution dans le jeu de l'Olympique de Marseille. On voit notamment voilà, le petit graphique aussi qu'il y a avec. Il est à minima ouais, il est vraiment très très bon de partout, que ce soit la récupération, les duels remportés, les passes courtes réussies, les passes longues réussies, les dribbles réussis. Bon, on est sur un garçon, vous avez compris, on est sur un garçon ultra complet qui va nous faire beaucoup de bien. Je voulais juste revenir aussi sur un élément. Effectivement, c'est son positionnement qu'il a pu avoir au Milan AC. Ouais, Il a été milieu défensif beaucoup de fois. Sur 74 matchs, il a été milieu défensif pour 6 buts et 14 passes D. Quand il est un peu plus haut sur le terrain, donc milieu, on va dire axial, il est sur 102 matchs, 6 buts et 8 passes D. Alors, c'est vrai que tu disais, et c'est là aussi peut-être son axe de progression, d'avoir un peu plus tout à de fait. stats, parce qu'effectivement, alors ça, ces stats-là, c'est vraiment stats tout club confondu, c'est pas comme Milan AC, Ouais, hein. Quand on regarde au Milan AC, il est à 8 buts et 12 passes D en 178 matchs. Pour un milieu de terrain, c'est pas déconnant, hein. Surtout quand on sait que c'est un milieu défensif généralement. Et comme tu l'as dit, il a pu dépanner aussi en milieu offensif 22 fois dans sa carrière. Il a joué un rôle un petit peu plus haut sur le terrain, donc
on pourrait imaginer à la place d'un Rabiot, par exemple. Ouais, Même exactement. si c'est pas forcément, je pense, sa qualité première, hein, d'être trop haut sur le terrain, parce que c'est un garçon qui a besoin d'être vraiment dans le cœur du jeu, hein, selon moi. Mais voilà, c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, toi, par rapport à Ismaël Benasser? Moi, je voulais rajouter Ah, oh, aussi, euh, finalement, c'est un joueur qui est, comme tu viens de l'évoquer, qui peut jouer à plusieurs postes. Donc, alors, c'est de la on a juste perdu ta caméra. Je vais vite Ah, la mince. récupérer, c'est pas grave. Mais vas-y, on t'écoute. Je vais la récupérer. Du coup, on disait voilà, que c'était un joueur polyvalent et finalement, Roberto De Zerbi demande à ses joueurs aussi du dépassement de fonctions. Donc, c'est un joueur qui est capable aussi de dépasser ses fonctions. C'est un joueur qui est capable de percer les lignes par sa qualité technique. Donc, ça, c'est très important, tu vois. Euh, Tant pis, je suis désolé, Julien, il n'est pas là, mais Valentin Rongier, malheureusement, voilà, il lui manque cette qualité technique, tu vois, voilà, d'aller trouver tout simplement un attaquant entre deux défenseurs, entre deux lignes. Donc voilà, lui, il a cette capacité-là. Petit tacle à Julien au passage, hein, on l'oublie pas. Voilà, on aime beaucoup. On aime On beaucoup. l'embrasse, On on l'embrasse. l'embrasse. Donc voilà, il y a cette capacité-là aussi, tu vois, à dépasser les fonctions. Ça, c'est très très important dans le jeu de Deserbi. Et puis, c'est aussi, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, sa prise de risque et sa capacité à s'adapter. Je voulais aussi juste rajouter un autre truc, un autre élément, c'est que tu vois, il a connu finalement deux grandes, on peut dire, expériences dans sa carrière. Il a remporté la CAN avec l'Algérie et il a passé quand même pas mal de temps à Milan où il a remporté des titres. Euh, Notamment, tu vois, il a eu les éloges de la légende Andrea Pirlo. Ouais. Moi, c'est un de mes joueurs préférés qui avait dit quand même que c'était l'un des meilleurs à son poste. Donc ça, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas anodin tout ça, hein. Comme dirait un certain ancien directeur sportif de Lyon, c'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin tout ça. Donc pour te dire aussi que voilà, en fait, si tu veux, il est arrivé dans des contextes parce que voilà, l'équipe d'Algérie, ça faisait énormément d'années qu'ils n'avaient pas gagné la CAN. Je crois que la dernière CAN, c'était en 1990. Le Milan, ils étaient en reconstruction. Donc il est arrivé dans des contextes où il fallait prouver et franchir des paliers. Et en fait, si tu veux, le contexte marseillais, ben, finalement, c'est le même. C'est-à-dire qu'il arrive dans un contexte où il y a un nouvel entraîneur, un nouveau projet sur 3 ans. Euh, il faut retrouver la Ligue des Champions. Il y a des titres aussi à aller gagner. Donc pour moi, en fait, si tu veux, tous les voyants sont au vert pour qu'ils viennent à l'Olympique de Marseille. Euh, à lui d'être performant, à lui voilà, d'être un petit peu épargné par les blessures et être régulier, mais le mariage peut être vraiment très très intéressant. Je suis d'accord. Et ça va être un peu la conclusion de cette vidéo. Euh, le rapport entre le risque que l'on prend et la qualité du joueur, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. En fait, on est sur un garçon, on l'a dit, hein, effectivement, au niveau des blessures, on peut se poser deux, trois questions. Mais les qualités du garçon, ce qu'il représente, même l'engouement voilà, qui est autour de lui, on l'a vu encore aujourd'hui à Marseille, on l'a vu avec Amin Gouiri lorsqu'il est rentré. Euh, il va avoir de toute façon un soutien du public. Et ça, c'est pas anodin, j'ai envie de dire encore une fois. Mais c'est vrai que c'est pas anodin parce que c'est plus facile, je pense, pour des garçons comme ça de venir à l'OM et entre guillemets d'avoir un peu plus de temps pour Oui, s'intégrer parce que le soutien sera là. Il y aura un soutien autour de ces joueurs-là parce que ce sont des joueurs qui ont été voulus beaucoup par les supporters. Donc ça c'est une chose. Il fait l'unanimité, contrairement à Minguri, parce que c'est vrai qu'à Minguri, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées autour de lui. Mais là, je trouve que Benasser, j'ai vu passer effectivement, voilà, comme toi peut-être, des avis un peu des fois contrastés, etc. Mais il y a un avis pour moi qui est assez global autour de lui. Je vais te poser une dernière question d'ailleurs après pour conclure l'émission. Mais voilà, je trouve effectivement que de toute façon c'est un renfort qui est exceptionnel. Je vous mets à l'écran notamment, et on finira avec ça, et après je te poserai la question, un petit peu voilà le bilan
de ce mercato. On voit, voilà. Alors, la seule petite chose qui est différente, c'est qu'à Mardedic, on n'est plus sur un prêt, c'est un achat autour de 10 millions d'euros donc de Mardedic. On l'a acheté directement, c'est un transfert, c'est pas un prêt. Donc voilà, le prix Ismaël Benasser, pardon, c'est donc 1 million d'euros plus une option d'achat de 12 millions d'euros et 3 millions de bonus. Quand on voit que par exemple Ismaël Koné, ici, c'est un prêt d'1 million d'euros avec une option d'achat 14 millions d'euros du côté de Rennes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'opération blanche parce que finalement, en fait, quand tu regardes un peu les départs et les arrivées, alors bon, il y a évidemment les départs de Muguet, Sternal, etc. qui sont un peu à la marge. Ouais. Mais en gros, tu peux dire que tu as fait partir Wai, Brassier, Koné et Meite pour prendre à la place Luis Felipe, Amenguri, Dedic et Benasser. Que des internationaux. Voilà, si on doit toucher juste un tout petit bilan, après on refera un bilan par la suite, mais un tout petit bilan comme ça très rapidement, on s'est renforcé quand même sur ce mercato. Globalement, oui. Comme je te disais, voilà, on a recruté 4 internationaux. Ça montre aussi la volonté du club et de la direction en fait d'attirer des joueurs internationaux, des joueurs confirmés, avec de l'expérience. Et finalement, les 2 critères pour réussir à l'OM, c'est quoi? C'est avoir un gros mental et de l'expérience. Alors ça peut être et où, mais finalement, si tu n'as aucun des deux, tu t'en vas en fait, tu fais tes valises et tu t'en Et vas. tu t'en vas. Donc, C'est exactement ça. donc voilà, donc c'est vrai que le club prend le virage de joueurs plus expérimentés, mais c'est intéressant parce que tu vois qu'il y a quand même une vision aussi peut-être moyen-long terme sur voilà, une éventuelle qualification l'an prochain en Ligue des Champions et progresser petit à petit. Alors, la dernière question, pour finir cette vidéo. Pour toi, Ismaël Benasser, est-ce que c'est vraiment un super coup au niveau du mercato? Est-ce que c'est vraiment le truc qu'on ne pouvait pas espérer, qui est vraiment l'occasion tombée du ciel? Est-ce qu'on est plutôt sur un bon coup, voilà? Ou est-ce qu'on ne serait pas sur... Bon, je pense pas que tu le diras, mais peut-être dans les commentaires, dites-le nous si vous le pensez. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit surcotage? Voilà, je te pose la question. Toi, comment tu vois ce transfert au final? Moi, je pense que c'est un bon coup. C'est pas un super. Tu vas pas Ouais. au-delà. En fait, ce qui me dérange un petit peu, on l'a évoqué, hein, c'est les blessures. Donc voilà, il est quand même en manque de rythme. Donc pour moi, je le considère comme un bon coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il va rentrer dans la rotation, il va pouvoir concurrencer un Rongier, peut-être même faire souffler un Højbjerg de temps en temps. Donc voilà, c'est un bon coup parce qu'il est à la fois financier et à la fois aussi en termes de qualité de joueur. Mais voilà, il reste des petites zones d'ombre et j'ai envie tout simplement en fait de le voir jouer. J'ai envie de te dire que peut-être dans 5-6 matchs, tu dirais c'est un super coup. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est un bon coup. Il fallait le faire, on l'a fait, c'est très bien. Mais je ne vais pas non plus m'enflammer en disant c'est un super coup parce qu'il y a une petite zone d'ombre sur sa condition physique. Je vais te rejoindre, mais moi, je vais juste me projeter sur la saison prochaine. Là, à l'instant T, c'est un bon coup. Mais la saison prochaine, si ça fonctionne bien, c'est un super coup. Ça, c'est vraiment... Alors, je suis désolé encore une fois pour Valentin Rongier, parce que... voilà, il est là. On l'embrasse. Non, mais si l'année prochaine, tu as ce milieu de terrain-là, à son top niveau, physique, mental, tout ce que tu veux, j'ai pas de débat, en fait, sur les trois. C'est Benasser, Rabiot, Højbjerg. Point final. Ah, si tu parles en termes de nom, effectivement. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de débat. Il y a Il pas de débat. n'y a, pas de débat. C'est pas faire une injure à Valentin Rongier de dire ça, parce que j'ai vu passer effectivement des messages des gens, par exemple, qui ont mis leur composition type en mettant Benasser tout de suite titulaire et Rongier, on en fait quoi, etc. C'est pas ça, mais c'est juste que Benasser, il a évolué à un niveau que Rongier n'a jamais atteint. Il a le niveau international, tout simplement. Voilà. Il a des titres. Il a gagné des titres. Ça aussi, c'est important, hein. Rongier fait partie. Moi, je l'adore, hein. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Voilà, mais il lui manque ce step, tu vois, international qu'il a pas su franchir. Et Benasser, lui, voilà, ça parle pour lui, hein. Un type de champion d'Italie, une Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il a un peu plus d'expérience que Rongier. Mais attention, Rongier, comme on dit, il lâche jamais rien. Et voilà, la place va être dure à prendre. Je pense qu'il va pas se laisser faire, hein. Je vais finir la vidéo avec quand même le numéro
Ismaël Benacer, c'est le numéro 22. Voilà, numéro 22 pour Ismaël Benacer. Donc tu pourras dès demain aller à la boutique te prendre le numéro 22. On sait que tu aimes bien prendre Les flocages. les flocages. Voilà, le dernier en date. Effectivement. Alors, moi, le dernier, c'est Alexis Sanchez. Voilà. Voilà. Tu l'as pris pour une saison. Très bien. Exactement. Voilà. Donc, là, ça peut être 6 mois aussi. Hein. Ça peut être encore plus court. Mais on espère, honnêtement, j'espère Oui. que ça va aller et j'espère que c'est un garçon qui va être avec nous pendant quelques années parce que franchement, là, on récupère un garçon, il a 27 ans, il a son prime. Son prime doit démarrer maintenant, là, en fait. Donc, c'est là où, pour moi, c'est très important. Je voulais aussi finir la vidéo en vous remerciant énormément par rapport au live d'hier. On était avec Karim Diouf, on a fait des scores extraordinaires, surtout qu'il y avait une concurrence de fou malade. Quand je dis concurrence, vous me comprenez, hein, voilà, il y avait l'after avec Longoria. Il y avait le Fossin qui faisait aussi un live mercato. Il y avait plein de chaînes. Il y avait RAFootball qu'on salue qui était aussi en live. Malgré tout, on a fait un de nos meilleurs scores de la saison. Donc c'est dire à quel point on a une communauté de fous et on vous remercie. Là, on vous a fait une grosse vidéo sur Benacer. On est sur du 50 minutes. Voilà. Mais on s'était dit, de toute façon, on savait qu'on allait un peu déborder. C'était sûr. Ça allait déraper, c'est sûr. Mais parce que on parle aussi d'un immense joueur. Enfin, à son top niveau, Ismaël Benacer, c'est c'est top 10. Top 10 mondial. À son top niveau, hein. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, il n'a que 27 ans. Ce garçon, si les blessures le laissent tranquille, il n'y a pas de raison que ça ne redevienne pas un joueur de classe internationale. Et là, l'année prochaine, en cas de Ligue des Champions, ça sera hyper intéressant. Romain, je te remercie. Merci à toi. C'était un plaisir. Toi, je crois que tu es là jeudi, il me semble. Normalement, oui, je suis là jeudi. T'es là Ouais. jeudi, voilà. Moi, je serai pas là jeudi. Je crois que c'est Alex. Peut-être qu'il est avec toi. Je sais plus exactement. C'est le fondateur qui gère évidemment les plannings. C'est ça. Faut pas trop le tacler, le fondateur. Nous, on est le simple employé, tu sais. Voilà. Le sous-peuple. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt. Et allez l'OM. Allez l'OM, les gars. Ciao tout le monde.